Merci. Alors, pas d'autres réactions pour le mot. Anne-Laure? Non? Alors, rapide, la dernière. Allez. Ouais. C'est rapide sans être rapide, parce que je pense que ça pose une grosse question en fait de la définition du métier d'éleveur transhumant. Moi j'ai passé un petit moment au Niger. Je sais qu'il y avait eu des expériences d'école nomade, mais par rapport donc à l'école primaire. Mais bon, tout ça en fait, ça pose la question de la représentation qu'on se fait de qu'est-ce que c'est qu'un éleveur. Enfin, tout ce qui a été dit en fait, changer le regard en fait sur ces systèmes de production. Et du coup, c'est des choses qui sont très longues. Alors, je me mets au niveau du Cameroun, parce qu'il y a quand même toute une partie aussi du Cameroun qui est concernée par cette problématique. Vous avez travaillé sur les métiers spécifiques des pêcheurs. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur le métier d'éleveur? Et ou sinon, pourquoi? Est-ce que c'était trop compliqué? Est-ce que voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais moi, vous parlez du Cameroun. Moi, j'ai fait une mission il y a très longtemps au Cameroun. Il y a des éleveurs Wodabé notamment. Il y a des Fulbé, il y a des Wodabé. Bon. Et enfin, ils étaient dans des situations extrêmement critiques pour pratiquer leur propre transhumance. Et je ne me suis pas intéressé tellement au problème de l'école pour ces gens-là. Mais du côté Fulbé, bon, ce sont des gens sédentarisés, au Nord Cameroun notamment. Alors pour revenir d'une façon sur la définition d'éleveur, j'ai parlé de pasteur. C'est-à-dire qu'il y a la notion de mobilité qui est plus forte que dans la notion d'éleveur. On peut dire que tout le Sahel est composé d'éleveurs, même des citadins possèdent des troupeaux. Donc pasteur, ça dénote quand même, il y a un cran de plus dans la mobilité. Et aussi, là, je me suis concentré plutôt sur les sociétés dites pastorales, c'est-à-dire qui ont un passé pastoral et qui continuent à pratiquer le pastoralisme, donc un élevage mobile dans l'espace. Donc ce n'est pas tout à fait la notion, enfin ce sont des éleveurs, mais c'est une catégorie parmi les éleveurs. Et je pense que c'est cette notion de mobilité qu'il faut prendre en compte par rapport à ces problèmes spécifiques de la formation en milieu pastoral. Je pense que tu voulais aussi interpeller Pierre Blaise par rapport à la rénovation nationale sur l'école qui est au nord et qui est gérée avec l'APES. Bon, je voudrais dire que il faut se dire que l'histoire de métier, la définition d'un métier est un peu complexe. Lorsque vous regardez le métier d'éleveur, moi je voudrais rester éleveur, pas pastoralisme. Alors, quand vous regardez le métier d'éleveur et le métier d'agriculteur, il y a une base en termes de capacité qui est la même. Ces deux personnes, qu'on soit éleveur ou qu'on soit agriculteur, on combine des facteurs de production pour avoir des flux de matière. Et c'est ces flux de matière qui sont qu'on vend ou qu'on consomme. Donc les deux, nous n'avons pas voulu séparer les deux parce que stratégiquement, l'un conduit des productions végétales et peut-être que lorsqu'on va montrer rapidement ce que c'est, l'un conduit des productions végétales, l'autre conduit en majorité des productions animales. Mais très souvent, l'histoire de filière qu'on parlait hier, ils font les deux. Donc on a seulement voulu monter le métier autour de comment optimiser les combinaisons de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre, et faire des décisions de production. Voilà comment on a bâti le métier. Il faut dire que quand je parlais de métier, parce qu'il y a une confusion qui naît très vite entre activité et métier. Un ensemble d'activités concourent à une fonction et plusieurs fonctions concourent à un métier. C'est l'analyse du travail qui permet de dire qu'on est dans le métier ou qu'on est dans l'activité. Très souvent, on se met à former les gens sur les activités en disant on forme sur le métier,
Non, le métier est beaucoup plus complexe parce que c'est des métiers, des activités ensemble qui font des fonctions et des fonctions ensemble qui font le métier. Et c'est toute cette analyse qu'il faut voir. Donc voilà un peu comment on a raisonné. Merci. Donc on va passer maintenant au témoignage qui vient de Madagascar. Alors je suis désolée, comme j'ai peur d'écorcher vos noms, je vais juste donner vos prénoms et voilà. Donc Francine, qui est en poste au ministère de l'Agriculture, responsable de tout développement de la stratégie nationale de la formation agricole et rurale, va commencer par nous poser le cadre global. Sylviane, qui est au sein du programme FormaProd, qui est financé par le FIDA et qui est en charge du volet appui et accompagnement technique et institutionnel. Puis Serge, qui viendra nous parler plus d'initiatives en cours et d'exemples concrets. Voilà, merci. Je vous donne la parole. J'utilise ça, mais ça. Donc, bonjour à tout le monde. Comme Carole vient d'annoncer tout à l'heure, donc on vient en équipe donc pour cette présentation. Et pour ma part, donc moi je vais vous présenter le cadre national le cadre national pour le pilotage de la formation agricole et rurale à Madagascar. Et ensuite, Sylviane va continuer sur l'appui à la mise en œuvre de la rénovation dictée dans le cadre de cette stratégie nationale de formation agricole et rurale. Et Serge va terminer donc par quelques expériences nationales sur l'insertion et l'installation à Madagascar dans le cadre du réseau formation agricole et rurale à Madagascar. Donc en 2006, il y avait un état des lieux qui a été fait pour retracer un peu c'est quoi les problématiques de la formation agricole et rurale à Madagascar. Cette étude a été commanditée donc par le ministère de l'Agriculture malgache et les résultats de cette étude ont permis donc de prendre des orientations politiques, des décisions politiques pour rénover ou bien pour prendre des dispositions par rapport à la situation du système national de formation agricole et rurale à Madagascar. Donc c'était de là qu'étaient sorties donc les orientations politiques pour l'élaboration de la stratégie nationale de la formation agricole et rurale en 2007 et 2012. La stratégie a été adoptée en Conseil du gouvernement en 2012. Ça a pris un peu de temps parce que, vu les contextes politiques qu'on a vécu à Madagascar, donc depuis 2009, ça a traîné un peu, même que si les résultats de l'état des lieux étaient sortis donc en 2008. Ensuite, donc la stratégie nationale est le cadre donc pour cette rénovation du dispositif national de la formation agricole et rurale à Madagascar. La stratégie nationale a un horizon temporel de 5 ans. Donc on va le mettre en œuvre donc, pendant 5 ans à partir de l'année 2012. Et on verra donc qu'est-ce que ça va donner et ensuite on va réactualiser ou bien améliorer par rapport au contexte qui va prévaloir donc après. Donc c'est quoi les résultats de cet état des lieux? D'abord, il y avait les enjeux et défis. Et par rapport aux défis que la formation agricole et rurale doit faire face donc, à Madagascar, il y a 3 enjeux, 3 défis principaux qui consistent en un défi social d'abord, un défi social qui en fait sortir qu'il y a une arrivée de 300 000 jeunes sans qualification professionnelle et selon les projections démographiques vont atteindre 750 000 en 2050 s'il n'y a pas des mesures prises. Donc ces 750 000 jeunes doivent être insérés dans la vie professionnelle. Donc
Ceci impose donc une prise en main de l'éducation rurale d'abord et ensuite une formation spécifique pour ces jeunes pour qu'ils puissent avoir des bases pour pouvoir être installés après et pouvoir être insérés dans le marché du travail. Ensuite, un défi technico-économique compte tenu des orientations politiques au niveau national et au niveau international, des défis, des orientations politiques qui consistent donc dans le développement de l'économie de marché et puis dans la politique de la mondialisation et au niveau national sur tout ce qui est la poussée démographique, sur le problème de l'urbanisation et à laquelle il faut donc préparer les responsables des exploitations agricoles à ces changements, face à ces orientations politiques et qui nécessitent d'importants investissements donc, en formation. Parmi ces défis technico-économiques aussi, il y a en 2006, lors de l'état des lieux, on avait recensé 2 400 000 exploitants agricoles sur Madagascar et actuellement, ça a monté jusqu'à 4 millions d'exploitations agricoles familiales. Et les caractéristiques de ces exploitations, c'est que la plupart des exploitants, des responsables d'exploitation sont des analphabètes et qui n'ont pas de formation professionnelle de base, à part l'apprentissage familial. Et une des caractéristiques aussi, c'est que les exploitations sont de très petite taille et qui ne sont pas viables économiquement. Si on donne la moyenne, c'est à peu près 0,87 hectares par exploitation. Et donc, tout ceci, ce défi technico-économique nécessite une prise en main de la formation de ces exploitants agricoles et nécessite aussi, donc, par rapport à cette superficie très limitée des exploitations agricoles, une migration ou bien un changement de métier dans le secteur hors agricole. Un dernier défi qui est commun à nous tous, je crois, c'est le défi environnemental par rapport à la poussée démographique et qui entraîne la dégradation des ressources naturelles. Et il y a aussi le défi du changement climatique qui nous impose un changement dans la manière de produire. Ensuite, parmi les résultats de cet état des lieux, c'est les caractéristiques et les problématiques de la formation agricole et rurale à Madagascar. Un des problématiques majeures, c'est la faiblesse de l'État. Peut-être ceci a été la conséquence de la politique d'ajustement structurel qui avait eu lieu en 98, 97, je ne me rappelle plus, 98, 99. Et l'État n'a pas joué son rôle régalien par rapport à la tutelle de la formation agricole à Madagascar. La formation a été considérée comme une des fonctions transitoires à transférer au privé du fait que l'État s'est désengagé donc des fonctions de production, des fonctions d'appui, des fonctions conseil. Mais à part ça, il y a quand même la dualité de tutelle entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, ce qui a entraîné donc, l'inexistence de coordination dans tout ce qui est formation agricole et rurale. Il n'y avait plus de contrôle dans les réalisations des formations au niveau qui sont mises en œuvre par les différents acteurs. Une des caractéristiques de la formation à Madagascar aussi, c'est la diversité des acteurs. Il y a un foisonnement d'initiatives qui est surtout dominé par le secteur privé confessionnel. Parce que si au temps des années, après
après l'indépendance, la formation à Madagascar était surtout centrée sur la formation des techniciens qui vont servir au ministère. Dans les années 80, le privé avait mis en place donc des formations pour les exploitants agricoles, pour les futurs exploitants agricoles. Donc il y avait un foisonnement d'initiatives qui sont isolées et qui sont cloisonnées entre eux-mêmes. Il n'y avait pas de relation même entre deux niveaux de formation identiques. Il n'y avait pas tellement de relations, il n'y avait pas de concertation entre les acteurs. L'offre de formation aussi est très mal répartie donc, au niveau géographique. Les établissements et centres de formation sont surtout centralisés sur les hautes terres. Sur les régions côtières, même si ces régions sont à forte potentialité agricole, on a constaté qu'il n'y avait même pas de centre de formation dans les années 2006-2008 lors de l'état des lieux. Mais après, ça a évolué. Il y avait des acteurs qui ont créé des centres de formation donc, en dehors des hautes terres. Une caractéristique très importante aussi, c'est l'absence de financement pérenne pour la phare. Jusqu'à maintenant, le financement de la phare, la participation de l'État dans le financement de la phare, c'est 0,1% du budget de l'État. Et c'est surtout financé par les bailleurs, les ONG et puis les organismes privés qui œuvrent dans la formation agricole. Mais l'État, il n'y a pas de financement pérenne, donc jusqu'à maintenant, pour la formation agricole et rurale. Et des problématiques communes à tous les pays qui ont été évoqués lors de ce colloque, c'est que le problème de formateurs, ressources en formateurs, donc à Madagascar, on n'a pas de dispositif de formation des formateurs. Et puis, il y a un départ des formateurs à la retraite, surtout des formateurs du secteur public. Donc là, on est vraiment mal par rapport à tout ce qui est ressources en formateurs. Nous aussi, on n'a pas de politique d'aide à l'installation des jeunes formés. Donc, c'est les différentes caractéristiques que je pourrais relever. Donc, les principaux caractéristiques et problématiques que je pourrais relever par rapport à la formation agricole et rurale à Madagascar. Et quelles sont les orientations donc, pour la stratégie nationale de formation agricole et rurale à Madagascar? Donc, il y a surtout, comme je viens d'évoquer, la faiblesse de l'État. Donc, c'est surtout la première orientation, c'est d'asseoir la place des ministères publics en lien avec la phare, donc dans tout ce qui est système de gestion de la phare. Et puis, la refondation du système national de formation agricole et rurale, dont les principaux objectifs sont de avoir la capacité de former une proportion importante de producteurs, que ce soit des jeunes ou des adultes ou des leaders paysans. Ensuite, fournir au secteur en amont et en aval de la production des techniciens dont ils ont besoin, parce que là aussi, pour des techniciens d'encadrement, on n'a pas suffisamment de techniciens pour encadrer donc, les exploitations agricoles à Madagascar. Si je vous donne un chiffre à peu près comme ça, pour le secteur public, par exemple, on n'a que 120 techniciens qui sortent du système public tous les 3 ans. Donc ça, c'est par rapport au chiffre de 4 millions d'exploitations agricoles tout à l'heure, donc 120 par an, on voit bien que c'est très insuffisant. Parmi les objectifs de cette refondation du système national aussi, c'est de la déconcentration. Je viens de dire tout à l'heure dans les caractéristiques que le système est très centralisé sur les hautes terres. Donc là, on a dans les orientations, on voulait donc déconcentrer le système de formation vers les régions. À Madagascar, on a 22 régions. Madagascar est divisé en 22 régions administratives et agroécologiques. Donc,
on voudrait donc déconcentrer le système vers les régions, vers les 22 régions. Et finalement, on voudrait adapter donc les contenus des formations aux besoins justement de ces régions. Parmi les orientations aussi, il y a la clarification institutionnelle et la redéfinition des rôles et responsabilités des différents acteurs, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, on a une diversité d'acteurs qui travaillent dans le cadre de la formation agricole et rurale. Et une dernière orientation, c'est la mise en place d'une politique d'aide à l'installation des jeunes. Parmi les politiques, donc, pour cadrer tout ça. Il faudrait essayer de... Oui. On est un peu hors du timing. D'accord, ok, merci Carole. Donc, on a la stratégie nationale, à elle toute seule, elle ne peut pas être efficace. Donc, si elle n'est pas en interaction donc, avec les différentes politiques nationales, donc il y a le programme sectoriel agriculture, élevage et pêche qui est aligné au CADEP de l'Afrique. Donc là, c'est le cadre national donc, pour les secteurs agriculture, élevage et pêche. Il y a la stratégie des services aux agriculteurs qui cadre le développement des programmes d'appui au conseil et au conseil aux appuis aux services aux agriculteurs, et dans lesquels ont été développés donc des programmes de centres de services agricoles et des fonds régionaux de développement agricole. Bien évidemment, la stratégie nationale. Il y a aussi la réforme de la politique de décentralisation, la politique foncière, la politique d'aide à l'installation qui est en vue. Et comme on disait tout à l'heure, on part des expériences des uns et des autres. Donc, pour construire cette politique, il y a une politique de financement qui sera appropriée pour la phare. Donc, la stratégie nationale donc, cadre la rénovation du dispositif national à Madagascar. On était parti d'une consultation des acteurs au niveau régional pour voir un peu c'est quoi leur perception donc, du dispositif national de formation agricole et rurale à rénover. Donc, les résultats des consultations ont donné que le dispositif national à rénover. La rénovation doit donc être centrée sur l'exploitant agricole à travers les formations initiales des jeunes et la formation des adultes en activité et aussi des leaders paysans. Les principes clés donc, de cette rénovation, c'est l'interministérialité. Pourquoi une interministérialité? Parce qu'on voudrait avoir une action institutionnelle et sectorielle concertée et en cohérence. Donc, on a construit un cadre d'action commun donc, dans lequel les ministères techniques concernés par la phare peuvent œuvrer de façon coordonnée et participer à une construction du dispositif national. Un deuxième principe, c'est la régionalisation. Pourquoi une régionalisation? Parce que l'ancrage territorial du dispositif est un élément majeur donc, dans cette rénovation. Et puis, les centres établissements de formation qui vont être donc le pivot de cette rénovation. Quels sont les grands chantiers à mener donc, dans le cadre de cette rénovation? Donc, on était parti de l'organisation du pilotage de la formation agricole et rurale, le pilotage de la rénovation, en mettant en place donc, un conseil national de la phare au niveau national et des conseils régionaux de la phare au niveau des régions. Donc, le Conseil national de la phare, c'est la première instance qui est dévolue donc, à tout ce qui est concertation et dialogue. Et au niveau régional aussi, c'est pareil. Donc, il y a aussi la mise en place d'une coordination interministérielle, la construction d'une coordination interministérielle pour la conduite technique des chantiers. Donc, au sein de cette coordination interministérielle, ils sont présents, donc tous les ministères techniques, agriculture, élevage, pêche, environnement, et avec l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et aussi une mise en place d'une direction de la formation agricole et rurale au sein du ministère de l'Agriculture pour marquer la volonté politique du ministère et affirmer donc la tutelle de la phare au niveau national.
Donc, c'est pour marquer aussi la cohérence de toutes les initiatives des acteurs en matière de formation et insertion. Parmi les chantiers aussi, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire donc, pour régler un peu tout ce qui est juridique et institutionnel. Donc, en résumé, voilà, donc, si je pourrais schématiser comme ça, donc, le pilotage technique, il y a le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec le ministère de l'Élevage, la pêche, la forêt et l'artisanat, associé avec le ministère de l'Enseignement technique qui va piloter, donc, la rénovation. Et ils sont toujours en lien donc, avec les autres ministères techniques selon les thèmes à traiter. Donc, les chantiers, la rénovation des référentiels de formation agricole et rurale, la formation des formateurs, les pédagogies, l'organisation des centres établissements de formation agricole et rurale, le cadre réglementaire, et ainsi de suite. Et au niveau de l'orientation et de la gouvernance de la stratégie nationale, on a un Conseil national de la formation agricole et rurale et au niveau régional, on a des conseils régionaux de formation agricole et rurale. Donc, au sein du Conseil national, on a différentes thématiques donc, qui traitent de l'insertion, des référentiels, du financement et des prospectives. Et à côté, donc, en matière de financement, donc, on a FormaProd, un programme du FIDA qui vient en appui donc, à la mise en œuvre des dispositifs. On a aussi l'appui de l'AFD, donc à travers une assistance technique internationale. On a l'État, on a les programmes FDA et FRDA, Fonds régional de développement agricole, qui interviennent aussi. On a l'UNESCO et les autres bailleurs qui vont venir d'ici l'année prochaine. Donc, pour résumer, donc c'est un peu comme ça l'organisation de cette rénovation du dispositif national de formation agricole et rurale à Madagascar. Merci, j'ai été un peu long, mais... Mais donc Sylviane va rentrer les... Merci. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Francine, FormaProd est parmi les outils de mise en œuvre de cette stratégie nationale dans le cadre de la mise en œuvre, la rénovation d'abord du dispositif de formation et surtout la mise en œuvre au niveau des régions. En fait, FormaProd, c'est un programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole. C'est un programme du gouvernement malagasy qui est financé par des partenaires financiers, partenaires techniques et financiers, dont le FIDA. La vision, c'est d'avoir des nouvelles générations de jeunes ruraux formés, professionnels, qualifiés au métier de l'entrepreneuriat et aptes à améliorer leur productivité agricole. Donc, c'est un peu pour répondre à la question au début de la journée d'aujourd'hui. C'est surtout l'amélioration de la productivité agricole qui est l'objectif principal du programme. Le modèle conceptuel, c'est d'abord d'associer la formation à la production. La formation, comme on l'a dit tout à l'heure, la réinnovation des dispositifs de phare et sa mise en œuvre au niveau régional. Et pour le volet production, il y a d'abord l'installation des jeunes formés, mais aussi des activités d'amélioration de la productivité au niveau des pôles de développement agricole. Donc, FormaProd s'appuie sur la formation, les innovations et surtout sur les jeunes ruraux pour améliorer la productivité agricole. L'approche, c'est de partir de ces jeunes ruraux sans qualification, des fois déscolarisés, mais aussi des exploitations agricoles familiales en activité, mais qui se caractérisent par une faible productivité et bien sûr peu ou non qualifiées. Ainsi, ces cibles seront traitées à travers
fameuse boîte noire du programme, qui est la formation agricole et rurale, c'est-à-dire en appuyant ces formations, que ce soit continue, initiale, ou en exploitant ces systèmes de formation, systèmes de transfert de compétences au niveau des paysans, comme l'équipe de la Fédération des OP au Niger a expliqué hier, l'apprentissage au niveau de ces exploitations agricoles au niveau local, le transfert de leurs compétences vers leurs descendants, mais avec un renforcement de capacité pour que ces enfants, les descendants, puissent être vraiment des relèves aux exploitations. Et pour ressortir ensuite des producteurs entrepreneurs agricoles formés et qualifiés en vue de l'augmentation de la productivité. Ainsi, l'intervention du programme pour l'insertion professionnelle l'insertion des jeunes, c'est surtout pendant et après la formation agricole et rurale via l'appui aux projets professionnels des formés. Ainsi, on peut résumer en ces 3 points les rôles du programme dans la formation et l'installation. D'abord, l'appui à la mise en œuvre de la formation. Là, il joue le rôle de porteur d'innovation à travers l'appui à ces centres de formation, à ce dispositif de formation agricole et rurale. Ensuite, l'appui à l'installation en tant que partenaire financier, mais ne couvre pas en totalité, bien sûr, les besoins des jeunes. Et enfin, concernant en particulier le volet foncier, il joue surtout le rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'il facilite le dialogue entre les autorités locales et les notables que Serge va nous expliquer tout à l'heure pour la sécurisation des terrains mis à disposition à ces jeunes. Il faut noter que Formaprod, en tant que programme de formation professionnelle, mais aussi d'amélioration de la productivité, capitalise les expériences locaux, c'est-à-dire comme on a vu avec FERT pour la première journée, avec l'équipe de FERT et FIFATA, des acteurs au niveau local ont déjà des expériences dans chaque, que ce soit concernant l'installation, que ce soit concernant la formation des jeunes. Le programme va capitaliser toutes ces expériences et bien sûr adapter les expériences des autres qui peuvent être adaptées au niveau de notre localité à Madagascar. En gros, c'est ce qui caractérise le programme Formaprod, mais vous pouvez déjà, quand vous l'avez déjà la brochure, vous avez plus d'informations dans la brochure, mais les slides que nous avons présentés tout à l'heure, ça résume en quelque sorte ce lien entre la formation et l'installation des jeunes et l'appui du programme Formaprod. Merci Carole. Merci. Et Serge, du coup, on va vous demander d'être... ouais. Donc, merci beaucoup. Désolée. Merci Carole. Donc pour ma part et pour en finir, c'est concernant ces témoignages de Madagascar, je vais en parler sur l'opérationnel, comment ça se passe et comment nous, les acteurs, on participe aux démarches de mise en œuvre de l'ensemble de la rénovation et l'accompagnement de ce programme. Je voulais rebondir sur 2 points. D'abord, l'implication des acteurs. Comme disait mon collègue tout à l'heure, les acteurs privés, on a des expériences depuis un certain moment, plusieurs années, concernant les dispositifs de formation. Donc l'arrivée de la démarche de rénovation, donc ça concerne plutôt le secteur public que privé. Notre initiative, donc en décembre 2011, c'est de réunir afin de coordonner et d'harmoniser les interventions des différents centres de formation à travers un réseau national. Grâce au soutien du réseau international, bien entendu, nous avons pu mettre en place donc un réseau phare Madagascar. Donc c'est un réseau qui regroupe l'ensemble des acteurs, que ce soit les centres de formation, les institutions et les organisations des producteurs. On réfléchit ensemble, on partage les expériences et on essaye d'harmoniser et complémentariser les acquis pour pouvoir aller de l'avant avec le ministère dans la mise en œuvre de la stratégie. En résumant, concernant les initiatives depuis 2006, on peut catégoriser en 2 niveaux, donc l'expérience d'insertion et installation qui ont été mises en œuvre. Il y a la partie qui ont été mises en œuvre par la partie publique, donc portée par 2 ministères essentiellement.
il y a le ministère de l'Agriculture qui avait porté aux 4 programmes donc, concernant donc, l'installation, l'accompagnement à la migration des jeunes, que ce soit formés ou initiés dans les politiques publiques. Il y a des expériences en Baratabé, dans la région moyen-ouest de Madagascar. Il y a les expériences aussi, la tentative de migration des groupes de jeunes à travers le projet Proger. Et le projet RMOA actuellement en cours avec l'appui des partenaires techniques comme le BAD et la FAO. Mais aussi les initiatives pour les autres ministères. Je vais vous parler un exemple du cas du SMAT. Donc c'est un service militaire lié au développement. Donc ce sont les militaires qui sont formés avec les minimums d'accompagnement en formation et aidés à s'installer dans le milieu rural afin de donner des exemples pour les paysans et fournir des éléments de capitalisation avec l'implication d'autres secteurs, notamment le ministère. De l'autre côté, il y a les initiatives privées, les OP confessionnels. Vous en avez déjà eu l'exemple de FERT FIFATA pendant les premiers jours, mais il y en a d'autres initiatives aussi soutenues par les secteurs confessionnels, le PMTT, l'Union des maisons familiales rurales et les organisations professionnelles dont fait partie le FIFATA et le réseau SOU. Quelles sont les leçons apprises que nous avons eues pendant les quelques années que nous avons mis en œuvre les dispositifs d'insertion et d'installation des jeunes? A priori, donc, tout tourne autour de ce que nous avons discuté pendant les quelques jours, mais l'exception, je vais en citer quand même 3 points très importants. Pour nous, donc, le lien entre formation et installation, on ne peut pas les dissocier. Pour accompagner les jeunes, il faut tenir compte de la réalité, donc l'adaptation du système de formation, en impliquant les familles donc, et l'insertion professionnelle. Ça se fait d'une manière à ce que les jeunes puissent développer eux-mêmes les initiatives avec l'accompagnement des autorités locales et traditionnelles. Je vais aller un peu plus vite, comme quoi je vais en finir très rapidement. Notre constat par rapport à tout ça, l'exception que nous avons, c'est qu'on a déjà un mécanisme de financement et un outil technique mis en place en parallèle avec la stratégie, dont les stratégies de services aux agriculteurs qu'on avait abordées tout à l'heure. Donc c'est un outil qui permet aux jeunes déjà d'initier des actions et d'initier des activités, notamment donc concernant l'appui financier et l'implication des secteurs privés comme les organisations professionnelles dans le mécanisme d'insertion et installation. Enfin, donc, il nous semble que c'est important de renforcer les éléments suivants. Donc le dimensionnement de la formation professionnelle destinée aux jeunes. Nous n'avons pas encore un système spécifique destiné aux jeunes et ce sera cadré dans le cadre de rénovation, donc l'implication de ce système. Ensuite, donc, le renforcement d'implication des secteurs privés en lien avec la démarche de rénovation, notamment le référentiel en commun au niveau national. En troisième lieu, donc, centraliser tout accompagnement autour des familles, dès la formation que pour l'installation, donc en accompagnement avec une formation pré-installation et en accompagnant aussi les formations des formateurs, comme on avait cité tout à l'heure. En quatrième point, l'implication des autres acteurs du terroir et les ressources disponibles. En cinquième point, donc, la réflexion autour des mécanismes pérennes de l'installation, donc notamment le système de financement. En sixième point, donc, essayer de favoriser l'implication des jeunes et l'ancrage dans leur territoire, que ce soit de l'approche migration, et ça va se faire en famille, ou à la mobilisation des fonds publics, ou destinés à l'accompagnement des familles des jeunes à installer. En conclusion, je reviens sur l'importance de l'insertion-installation en complémentarité avec la formation. Je reviens aussi à la place importante tenue par les professionnels, les organisations professionnelles, l'organisation des producteurs dans l'accompagnement insertion-installation. Et j'insiste sur l'implication de l'insertion-installation dans les démarches de territoire. On pose deux petites questions pour finir à l'exposé. Concrètement, qui sont les responsables de l'insertion des jeunes? Et où s'arrête la responsabilité de chacun? Merci de votre attention. Merci beaucoup, merci pour la rapidité. Donc on va donner la place et merci pour les questions aussi d'ouverture sur la fin de la présentation. Donc je vais donner la parole à la salle pour quelques petites questions, sachant que d'ici le repas, on va redonner la parole à Pierre-Blaise Ongo et à Jérôme Tona, la personne très studieuse là, depuis le début de la matinée, et pour nous faire une synthèse de la matinée. Donc voilà, merci pour la concision aussi des questions.
Ok, merci beaucoup. Moi, je voudrais intervenir sur un aspect qui a été évoqué et qui relève du politique, en fait. Il disait entre-temps que, en fait, une des difficultés, c'est la dualité entre le ministère en charge de l'agriculture et celui en charge de la formation professionnelle. Et cette réalité-là, nous la vivons dans beaucoup de nos pays où, pour des raisons peut-être stratégiques et compréhensibles d'un autre point de vue, c'est important de mettre tout ce qui doit résonner ensemble, formation professionnelle. Mais il se trouve que dans cette casquette de foutou, la formation agricole, ou bien l'agriculture, la formation agricole qui a une spécificité, a des spécificités qu'on ne peut pas comparer avec les autres métiers, que ce soit en termes de conception de formation, en termes d'installation, en termes de conditions de financement, ça n'arrive pas à se retrouver. Et ça pose toujours, ça devient toujours le parent le plus pauvre. La preuve, vous avez donné tout à l'heure combien ça représente le budget, par exemple, 0,1% que la formation agricole et rurale représente dans le budget national. Alors, je voudrais qu'au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on sorte effectivement la question de formation agricole et rurale afin de ce chapeau-là pour influencer un peu les politiques dans nos pays, pour qu'on considère que même si il est important de raisonner ensemble formation professionnelle, il faut quand même faire une place spéciale pour le secteur agricole. Je crois que ça, c'est un peu ma question. Merci. Merci. Alors, qui veut réagir? Francine. Oui, on va prendre maximum 3 questions, donc répondons. Et on répond tout de suite ou bien on prend les questions d'abord? D'accord. Oui. Donc, merci Marcelin. Je crois que ce n'est pas tellement une question, mais peut-être une remarque. Donc, comment on dit ça? L'idée, c'est de